Et j'appelle la communication suivante du docteur Vincent Leclerc, intérêt de la personnalisation des implants dans dans la prothétique du genou. Bonjour, merci pour l'Académie pour l'invitation. Merci à notre collègue suisse de sa présence. Mais là, on passe en Suisse, hein. Oui, alors je vais vous parler un peu de l'individualisation dans les prothèses. Et ce qui est assez intéressant sur ce point, c'est de pouvoir justement réfléchir aux anatomies et avoir un peu un regard critique sur les alignements et puis les formes, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui pouvait amener à avoir justement de l'usure précoce. Et je pense que la normalité est toujours quelque chose qu'on n'a pas forcément décrit sur les alignements et les formes. Et comme on peut voir ici, par exemple, on voit qu'il y a une très grande variabilité des formes, des alignements, pardon, entre les hommes et les femmes. On voit un peu plus de genoux en varus chez les hommes que chez les femmes, hein, avec un peu plus de valgus dans la position bipodale. Et puis ça, c'est une étude qu'on a fait avec l'Université de Bâle sur des scanners hein, en position allongée. Et puis sur une population de genoux sans symptômes, hein, 300 genoux sans symptômes. Et puis on voyait justement cette variabilité des alignements entre le varus et le valgus, environ de 6 à 7 degrés. Donc on voit qu'à maturité squelettique, on a cette grande variabilité. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien? Et, et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'irrégularités dans les formes, hein. Donc si on réfléchit bien aussi aux différents aspects qui ont amené à ces formes-là, il y a une composante bien évidemment qui est héréditaire. Quand on regarde parfois des parents, des enfants, des petits-enfants, on retrouve des alignements parfois ou en varus ou en valgus, hein, qui jouent un rôle. Aussi, je pense que ce qui est intéressant comme point, c'est quand on regarde le fœtus dans le ventre, quand la maman a une scoliose, une bascule pelvienne, bah, il y a un peu moins de place. Le fœtus va se positionner de manière différente aussi. Et quand il prend de la taille et du poids et qu'il n'y a plus beaucoup de place pour bouger, on voit déjà des alignements en varus, en valgus, aussi des pieds, hein. Donc ça, c'est aussi important à voir, aussi des recourbatums, etc. Et des asymétries entre une jambe fléchie, une jambe tendue, etc. Donc déjà, à la naissance, après, par rapport à la position aussi de la tête du bébé, et puis aussi les torticolis congénitaux, qui, s'ils ne sont pas corrigés, vont entraîner aussi au niveau du bassin et du pied des variabilités, et donc a fortiori sur le genou. Il y a à nouveau un impact sur la forme et l'alignement du futur. Et aussi l'intégration du Babinski pendant toute la phase de verticalité du bébé, qui joue aussi un rôle important, parce qu'elle va plus ou moins faire la forme du pied, soit en varus, soit en valgus, dépendamment si le Babinski a été intégré ou pas. Et après, quand l'enfant grandit un peu, bien évidemment, par rapport aux postures qu'il va avoir, on aura tout l'effet au niveau des torsions entre ceux qui vont dormir sur le ventre, ceux qui vont s'asseoir en W, etc. Et après, la partie sportive, qui est aussi un genre important. Et donc, on va se retrouver à un moment donné à maturité squelettique avec une très grande variabilité, mais il y a beaucoup d'irrégularités. Et ces irrégularités-là vont entraîner de toute façon de l'usure qui va arriver à un moment donné par la symétrie justement du poids du corps sur les deux jambes. Et d'ailleurs, on le voit, dès qu'on fait aussi sur un podoscope, on regarde les empreintes podales, on voit que très vite, on a des appuis qui sont complètement asymétriques, hein, soit en varus, soit en valgus, ou soit des pieds mixtes, hein, et parfois des pieds compensateurs aussi, hein. Donc, on voit que toute la chaîne, déjà dès le départ, est impactée, hein. Donc, maturité squelettique, genoux sans arthrose, ne signifie pas, bien évidemment, des genoux normaux et des alignements normaux. Et donc, ce regard un petit peu au niveau fonctionnel sur l'alignement, on a souvent tendance à regarder au niveau statique ou le patient allongé dans le scanner, mais on verra après aussi, justement avec la partie dynamique, où on a beaucoup plus l'impact du bassin et l'impact du pied sur un alignement qui va devenir plus sur uniquement le plan frontal, mais qui aura aussi une composante compensatoire qui est importante. On voit aussi ce qui est important comme axe dans le genou, c'est l'interligne fémorale. Autant le genou peut être en varus, en valgus ou neutre, on s'aperçoit aussi
que finalement les interlignes peuvent aussi être en varus, en valgus ou neutre. Et là, c'est un autre article que nous avons écrit avec l'Université de Bâle qui tend justement à séparer les deux os et à montrer aussi qu'on peut avoir un fémur distal très oblique en valgus ou très oblique en varus. Et cette interligne-là, on verra en dynamique, a un rôle important parce qu'elle va plus ou moins éloigner le genou du centre ou de la ligne médiane du corps. Donc, on se retrouve avec une variabilité des genoux, le genou qui est très adaptatif finalement de ce qui se passe en dessous et au-dessus. Il subit un petit peu et il va se retrouver au niveau dimension avec une grande variabilité qui va beaucoup dépendre, on le verra après, selon les ethnies. Ça, c'est une première chose. Et donc, les convergences entre les condyles, la dimension et le rapport entre le antéro-postérieur et le médio-latéral, etc., ça joue un rôle. Mais aussi, ce qui joue un autre rôle, c'est la partie plus fonctionnelle, c'est-à-dire le découplage de la forme trochléenne par rapport aux formes condyliennes, et la forme aussi des rayons de courbure, la forme sagittale. Puisque finalement, on s'aperçoit, on va plutôt trouver dans des pays africains où on est beaucoup plus sur l'extension des diaphyses très droites, des condyles très elliptiques, une pente tibiale qui est assez faible. Et puis dans des populations asiatiques où la flexion est beaucoup plus importante, on va trouver des courbures sagittales des diaphyses importantes, une pente tibiale extrêmement importante, et puis des genoux qui ont des condyles beaucoup plus circulaires. Donc on voit que par rapport à la fonction et l'utilité de la jambe, il y a une relation entre la forme et la fonction. Et puis les offsets, le décalage entre les condyles, joue aussi un rôle important, puisqu'il sera un petit peu à l'initiative des pivots qu'on va avoir dans le genou, plutôt un pivot médial en flexion et un pivot latéral en extension et en verrouillage. Et donc, on retrouve, par rapport à tout ça, une adaptation, finalement, entre la partie osseuse, la partie des tissus mous, si on a un tibia vara ou si on a un tibia normal, les insertions seront différentes, bien évidemment, et puis les formes des diaphyses. Et on voit justement, pendant la croissance, justement, tous ces sportifs comme les footballeurs, par exemple, qui vont beaucoup plus avoir des moments d'adduction, et donc vont beaucoup plus travailler certains muscles de l'intérieur de la jambe, qui vont avoir tendance à faire ces courbures, et on trouve chez les footballeurs beaucoup de tibia vara, justement à cause de ça. Et il suffit de regarder pas mal de sportifs élites, et on comprend pourquoi leur anatomie correspond un petit peu aussi aux performances qu'ils ont dans leur discipline. Et donc, on voit le cartilage de croissance toujours là, et donc aussi ces irrégularités de torsion qui peuvent aussi avoir lieu et pour lesquelles il faut faire extrêmement attention parce qu'elles vont vraiment pénaliser la performance du mouvement. La grande variabilité des formes anatomiques, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux ethnies et puis à la façon dont on va utiliser les articulations, on va se retrouver en Europe avec un condyle qui aura un décalage de 2-3 mm, alors qu'il sera plutôt de 5-6 mm sur les condyles distaux et sur les condyles postérieurs, avec une forme soit elliptique, soit circulaire, ce qui va faire que la proportion de mouvement longitudinal, donc de la rotation axiale, elle sera beaucoup plus importante, évidemment, où le genou est asymétrique, et ce qui permet d'atteindre aussi des flexions qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, dans la prothétique du genou, souvent, quand on sélectionne une dimension antéro-postérieure, on a le choix généralement entre deux possibilités, deux choix de dimension médio-latérale, entre une prothèse qui est un peu plus étroite ou un peu plus large. Or, ce qui vaudrait, c'est un peu le but aussi des implants individualisés, c'est de pouvoir adapter pour chaque dimension antéro-postérieure cette grande variabilité, tout en ayant un regard critique évidemment sur la forme, mais cette grande variabilité que l'on trouve sur la largeur ou sur les surfaces articulaires aussi, pour essayer d'être au plus proche de la fonction du genou. Et on s'aperçoit, quand on regarde pour un même os, on voit avec un implant standard ou un implant personnalisé, que le recouvrement de la prothèse est absolument pas le même. Des fois, on peut avoir des débords ou une absence de recouvrement, mais aussi le découplage de la partie rotulienne et de la partie condylienne est aussi différent. Si on a une approche un peu plus dans l'alignement dynamique, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que le genou, il se retrouve un petit peu l'esclave de ce qui est en dessous et au-dessus. Et donc, selon, on voit ici trois types de sportifs, plutôt en varus, plutôt neutre et plutôt en valgus.
Le joueur qui est en varus va plutôt avoir tendance à courir en varus, mais à nouveau, tout dépendra aussi du pied. Est-ce qu'il a un pied qui est en varus ou est-ce qu'il a un pied qui est compensateur? Et le pied, c'est celui par son inversion ou éversion qui va justement imposer la rotation au tibia. Donc, pour certains patients, le tibia va tourner en interne, pour d'autres, va tourner en externe. Et donc, on aura une cinématique de mouvement qui sera tout à fait différente. Et ce n'est pas parce qu'on a deux patients qui ont le même varus qu'on va avoir le même mouvement fémoro-tibial pendant le verrouillage ou le déverrouillage, à la marche ou à la course. Pour les patients qui sont en valgus, ben, c'est exactement la même chose. Ils auront plutôt tendance à avoir un pied plat, à avoir justement les supinateurs du pied qui se fatiguent très vite et donc à avoir ces mouvements compensatoires de rotation interne qui vont aussi favoriser l'usure. Les bascules pelviennes, évidemment, jouent un rôle extrêmement important, ou les inégalités de longueur de jambe, ou aussi, bien évidemment, toutes les scolioses qu'on peut retrouver. Donc là, on voit, j'allais dire, trois alignements qui sont en varus. Donc on a trois scanners différents, on a 3 degrés de varus à chaque fois, et pourtant on aura des interlignes. Il y a des combinaisons d'interlignes qui sont différentes. Sur le premier patient, eh ben, on aura plutôt une interligne oblique vers l'interne de 5 degrés, alors que ça sera plus neutre au niveau du patient du milieu. Et puis 3 degrés à droite. Eh ben, si on regarde ce patient en dynamique, où globalement son interligne articulaire aura plutôt tendance à être horizontale en mouvement, on va apercevoir que la position du pied sera tout à fait différente, alors que dans les deux cas, on a un même alignement de 3 degrés en varus, mais on comprend une cinématique qui est complètement différente. Hein, donc c'est important aussi justement de ne pas forcément toujours, de manière dogmatique, reconstruire un genou de la même façon, parce qu'on voit l'impact que l'on peut avoir au niveau de la dynamique. Donc, en conclusion, il y a une grande variabilité des axes, des interlignes articulaires et des formes, peu de normalité, beaucoup d'irrégularités, et donc une arthrose qui est quand même assez prononcée, et en tout cas précoce et importante dans les populations. Un impact de cette variabilité sur la cinématique articulaire. On n'a pas des patients qui vont faire du pivot médial, du pivot latéral, etc. Malheureusement, le genou va subir un peu les pivots du pied, les pivots de la hanche, et il ne va pas pouvoir exprimer forcément son propre pivot qu'il aurait de manière passive. Hein, donc il y a toujours cette difficulté à prédire une normalité. En tout cas, sur les 3 plans, on est souvent basé sur le plan frontal, mais le plan horizontal est aussi extrêmement important, c'est-à-dire l'orientation de la rotule par rapport à la progression du pied à la marche ou à la course. Et donc, il y a une interaction qui est importante entre la forme et la fonction en dynamique, et il faut essayer encore d'apprendre plus. Hein. On a toujours encore beaucoup d'incertitudes. Et donc, encore beaucoup d'études à essayer en dynamique de mener. Et le prochain sujet sera justement sur la dynamique et je pense que ça nous en apprendra aussi un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, la personnalisation est importante au niveau des implants, au niveau des effets de cisaillement. La très belle pertinence de votre exposé. Pardon. Merci beaucoup pour la très belle pertinence et intérêt de votre exposé. Et simplement une petite question de détente, parce que vous avez présenté différents sportifs. Que pensez-vous des cavaliers à jambes très arquées qui ont débuté depuis l'enfance? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de particulier pour eux? Sur les jeunes qui sont arqués, c'est ça alors en tout cas, j'allais dire, c'est ce qu'on voit en tout cas chez les footballeurs, en tout cas, hein, puisqu'ils ont des tibias qui sont extrêmement varas. Hein, et ce qu'on pense justement sur ce point, c'est que c'est les tensions musculaires qui impactent justement les courbures que l'on a sur les diaphyses et sur l'épiphyse tibiale. Alors, c'est clair qu'on aura des mouvements d'adduction qui seront beaucoup plus importants, hein, donc un risque aussi d'usure qui est beaucoup plus important. Et je pense que sur toutes ces déviations qui sont assez importantes,
puisque en genou, dans la prothétique du genou, on parle aussi souvent d'alignement cinématique, où on essaie de reproduire l'alignement de la personne telle qu'elle était à l'origine. Mais il est clair que plus on aura des déviations importantes, soit en varus, soit en valgus, plus on va créer des déséquilibres posturaux, puisque justement les pieds vont un peu souffrir et vont amener le genou justement dans des rotations soit externes, si on a plutôt le varus thrust avec ses genoux très arqués, ou bien vers des genoux qui rentrent beaucoup à l'intérieur. Donc, à mon avis, personnellement, je pense qu'il faut plutôt, en tout cas dans la prothétique, avoir une approche de restreindre un petit peu ces alignements extrêmes pour les mettre plus vers, j'allais dire, un alignement plus sécurisé, pas forcément l'alignement neutre et droit, qui est un très gros compromis par rapport à comment la personne était de base, mais en tout cas, les corriger quand même un petit peu, parce que à nouveau, si on a, j'allais dire, des genoux qui sont très varus, on va avoir un moment d'adduction, on va avoir une décoaptation qui va rester là, de toute façon. Et quand on mettra une prothèse, la décoaptation va rester aussi. Donc, on va avoir plus d'appui sur le compartiment interne et donc on va user le polyéthylène beaucoup plus aussi. Donc, on est plus, j'allais dire, dans une approche maîtrisée que de reproduire l'anatomie telle qu'elle était. Parce qu'à nouveau, on peut avoir un peu un regard critique sur ces anatomies où on a des grosses les diaphyses très courbes qui amènent justement le genou dans une rotation qui va entraîner un moment d'adduction et donc des contraintes importantes du genou. C'est mieux de monter en Amazon alors. Oui, question. Vous avez le micro là. Le problème, en effet, c'est qu'on a le choix entre rendre un axe normal, par exemple une anatomie dite normale, ou bien au contraire tenir compte de l'anatomie initiale. Et moi, j'avais écrit il y a longtemps un article sur « À la recherche de l'anatomie perdue », parce que lorsqu'on voit ces genoux arthrosiques, on n'a plus l'anatomie initiale puisqu'ils ont été usés. Donc, il faut rechercher cette anatomie perdue. Bon, ceci dit, il faut également s'éloigner du mythe de Procuste qui considérait qu'il fallait que tout le monde ait telle forme pour que ça soit bon. Et est-ce que tout ce que vous avez dit n'est pas en faveur d'une évolution qui se fait actuellement sur la mise en place au niveau du genou de prothèses sur mesure personnalisées? Et moi, je pense que c'est l'avenir par rapport aux prothèses conventionnelles que vous avez du reste critiquées, car elles ne correspondent pas à une anatomie personnelle. Exactement. Alors, je vous rejoins tout à fait. Je pense que les implants sur mesure sont certainement une avancée. En tout cas, ça a la force d'avoir une réflexion très critique sur la forme et l'alignement, qu'on n'aurait pas forcément si on ferait que du standard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je dirais aussi, c'est que finalement, il faut aussi essayer de plus réfléchir en dynamique. Et la dynamique, ce qui est important pour le patient, c'est l'axe sagittal, qu'on utilise peu finalement en orthopédie. On est souvent sur le plan frontal. Or, la qualité de vie, elle est liée au plan sagittal, c'est-à-dire aux courbures achilliennes, au flexum recurvatum et au fait que le patient va perdre son équilibre. Et donc, c'est important aussi d'avoir dans cet esprit-là quels sont aussi les capteurs qui perturbent cet alignement sagittal. Parce que très souvent, le genou, comme on le disait, c'est une conséquence. Il est clair que si vous avez une grosse kyphose, vous allez partir en flexum, etc. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Et c'est aussi d'essayer d'avoir une approche un peu plus globale, ce qui n'est pas toujours évident, mais on sait que le fascia plantaire, eh ben, il est lié aussi à la partie oculomotrice, et la partie oculomotrice est liée aussi à l'appareillement du capteur, etc. Donc on voit un petit peu tous ces capteurs, finalement, qui impactent beaucoup le plan sagittal, qu'on n'utilise pas forcément parce que ce n'est pas forcément utile pour poser une prothèse de genou et réaligner une jambe, mais pourtant dans la rééducation du patient, certainement peuvent avoir un impact important pour sa qualité de vie, et donc arriver aussi à reverticaliser le patient sur le plan sagittal, c'est aussi quelque chose qui est important, et parfois il faut regarder un peu au-dessus de ce qui se passe au niveau de la hanche. Docteur Chaboche.
Oui, moi je suis aussi favorable à cette vue, mais on n'arrivera quand même jamais à reconstituer un genou tout à fait normal. On sacrifie quand même les croisés, on sacrifie le bénisque, donc il faut que dans les polyéthylènes ou dans l'implant, on puisse compenser ça. Et ça, c'est pas si évident que ça. Deuxième remarque, effectivement, quand à l'époque où on voulait absolument aligner, moi j'avais remarqué que chez les sujets surtout âgés, ils avaient beaucoup de mal à intégrer dans leur schéma de marche la prothèse. Autrement dit, le schéma corporel, c'est quelque chose qui existe. Et il est évident que le fait de personnaliser et de se rapprocher d'une anatomie native, j'ai envie de dire, c'est sûrement mieux, c'est sûr. Mais que dans cette démarche, il est quand même très difficile d'apprécier le dynamisme. La cinématique, on peut reconstituer l'anatomie ou l'approcher, mais reconstituer la cinématique, ça veut dire analyser également la marche tout à fait normale de la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident du tout. Je vous rejoins tout à fait. C'est pas évident du tout. Et puis, on se retrouve avec des patients qui, au moment donné d'avoir une prothèse, ils ont déjà une atrophie extrêmement importante du quadriceps. Ils ont des déséquilibres avec un pied souvent qui est tout à fait affaissé, etc. Et des chaînes musculaires qui sont tout à fait déséquilibrées. Donc, il est clair que juste poser la prothèse, ça ne va pas gérer toute la problématique et tout l'ensemble. Hein, donc, il y a vraiment une approche, je pense, qui est importante, c'est d'avoir aussi, d'essayer d'avoir un peu un regard juste sur le pied, parce que parfois une correction, soit avec des semelles, soit avec un travail aussi basé pour retravailler un peu les supinateurs du pied, et puis aussi regarder un peu les torsions pelviennes, parce que les torsions pelviennes aussi impactent beaucoup aussi la position du genou. Donc, voilà. C'est vrai, après, ça devient un peu compliqué si on veut tout mettre en place. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Il n'existe pas de protocole exact. Et puis, quand on regarde un valgus, on s'aperçoit qu'il y a des patients qui ont un valgus parce qu'ils sont en rotation externe du membre total. Ils sont trop en rétroversion, ils ont un valgus. Et puis d'autres, plutôt, ils auront les rotations internes du fémur, rotation interne du tibia, et ils seront en valgus. C'est des valgus différents. Il faudrait pouvoir aussi arriver à les rééduquer de manière différente, puisque ce n'est pas les mêmes chaînes musculaires aussi qui sont impactées. Et... Professeur Benamou. Oui, juste une remarque sur les prothèses personnalisées, peut-être fabriquées avec des impressions 3D qui s'adaptent parfaitement, qui reproduisent une anatomie assez proche, prothétique, assez proche du patient. Notre collègue de la Pitié-Salpêtrière, Frédéric Camille, m'a montré une série de ces patients de l'ordre de 500 prothèses de genoux, avec des comparaisons entre ces prothèses personnalisées et les prothèses du commerce habituel. Le facteur qui apparaît comme étant vraiment significatif, c'est l'oubli de la prothèse par le patient. Le fait qu'il a complètement oublié, et là c'est très significatif quand la prothèse est personnalisée, l'oubli de l'intervention intervient dans près de 90%, alors que ce n'est pas le cas avec les prothèses standards. Donc, c'est un élément. Je crois qu'il a publié ça à la Softcode. Je ne suis pas orthopédiste, mais ça fait partie des choses intéressantes à savoir. Nul n'est parfait, mais c'est d'accord. Merci au docteur Leclerc.